Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle histoire d'animaux. Aujourd'hui, on va parler d'un thème fascinant, un thème qui remet en cause notre place dans le règne, l'intelligence animale. Et plus précisément, d'un animal qui hante les océans et qui les domine, l'orque. Pendant des décennies, les scientifiques ont étudié son comportement, ses cris, ses techniques de chasse, mais ce qu'ils s'apprêtent à découvrir pourrait bien bouleverser toutes nos certitudes. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire incroyable, celle d'une vidéo filmée par accident, un simple enregistrement qui, en apparence, ne montre rien d'extraordinaire, et pourtant, ce que l'on y voit à la fin va déclencher une onde de choc dans la communauté scientifique. Car pour la première fois, une orque aurait été filmée en train de manipuler un outil. Un geste simple mais révélateur d'un niveau d'intelligence qu'on croyait rester à des espèces comme les grands singes ou les humains. Alors est-ce le début d'une nouvelle ère dans des études de cognition animale? Pensez juste avant de regarder cette petite vidéo à vous abonner, on est sur la route des 100 000 abonnés, c'est un grand cap pour ma chaîne YouTube, donc merci à tous ceux qui le feront, c'est un petit bouton rouge, s'abonner, n'hésitez pas à mettre la cloche aussi pour avoir une notification à chaque fois que je sors une petite vidéo. Et maintenant revenons ensemble sur cette découverte stupéfiante sur l'intelligence des orques. Imaginez la scène, nous sommes en juin 2025 et quelque part dans les îles des mers Salish, au large des côtes sauvages de la Colombie-Britannique, le soleil perce à travers la brume. L'eau est d'un bleu profond, presque irréel. Un drone survole silencieusement la surface et soudain, il capte un comportement que personne n'aurait vu venir. Là, juste en dessous, une orque, massive, gracieuse, consciente, saisit avec une étonnante précision une longue tige d'algue. Elle ne joue pas, elle ne mâchouille pas au hasard, non. Elle la coupe méthodiquement, puis s'approche d'un autre membre de son groupe, pour ce qui ressemble à une véritable séance de toilettage collaboratif. C'est pas juste une scène mignonne, ce moment, filmé presque par hasard, a immédiatement attiré l'attention des chercheurs parce que ce geste, aussi subtil qu'il puisse paraître, coche une case très spécifique dans les critères de l'intelligence animale, l'usage d'un outil dans un but social. Et ça, c'est une grande nouvelle, car l'usage d'outils chez les animaux est extrêmement rare, et encore plus rare quand il semble avoir une fonction relationnelle ou culturelle. Ce simple moment soulève alors une avalanche de questions. Que signifie ce comportement pour notre compréhension de la conscience animale? Est-ce un cas isolé ou est-ce que c'est un indice d'un langage social encore plus complexe qu'on l'imaginait? Est-ce que ces orques que l'on pensait déjà très intelligents viennent de franchir un cap dans l'évolution comportementale? Ce qu'on croyait savoir sur les frontières entre l'animal et l'humain est peut-être en train de vaciller? Et ce n'est que le début. On pourrait croire qu'un animal qui utilise un bâton ou une pierre fait simplement preuve d'un bon instinct de survie, mais en réalité, c'est bien plus que cela. Pour les scientifiques qui étudient le comportement animal, les éthologues, l'utilisation d'un outil n'est pas juste une astuce pour se nourrir plus facilement. C'est une fenêtre fascinante sur l'intelligence, la mémoire, la capacité à planifier, bref, une forme de pensée qu'on pensait pendant très longtemps réservé à l'espèce humaine. Mais en fait, c'est quoi exactement un outil? Est-ce qu'un dauphin qui joue avec une bulle d'air compte? Est-ce qu'une pieuvre qui se cache dans une coquille est en train de fabriquer une cabane? Eh bien non, pas forcément. Pour distinguer un vrai outil d'un simple objet utilisé par hasard, il faut suivre des critères très précis. Et c'est là qu'intervient un nom clé dans l'histoire de la cognition animale, Benjamin Bibec, un biologiste qui a défini les cases de ce que l'on considère comme une utilisation d'outils authentiques. Selon Beck, 3 conditions doivent être réunies. D'abord, l'objet doit être détaché de son environnement, c'est-à-dire séparé de son support naturel. Ensuite, l'animal doit être capable de le manipuler activement avec son corps, que ce soit dans sa gueule, dans les pattes ou dans le bec. Peu importe, mais toujours avec une intention très claire. Et enfin, c'est le plus fascinant, l'objet doit être servi à modifier un autre élément de l'environnement. Par exemple, casser une noix, attraper une proie ou même gratter un congénère. Autrement dit, il ne suffit pas d'avoir un caillou dans la main pour devenir un génie. Ce qui compte, c'est l'intention, l'adaptation et le but précis derrière le geste. Et c'est justement ce qui rend ces comportements si rares, si précieux et si passionnants à observer, parce qu'ils nous parlent d'une intelligence incarnée, visible et mesurable, et peut-être bien plus répandue qu'on ne le pensait. À première vue, faire tomber une noix d'un arbre pour qu'elle se casse sur une pierre, ça peut sembler très astucieux. Mais est-ce que c'est vraiment l'utilisation d'un outil? Et c'est ici que la rigueur scientifique entre en jeu. Grâce à des critères comme ceux définis par Benjamin Beck,
les chercheurs peuvent faire la distinction entre un véritable outil et ce qu'on appelle un proto-outil. Ce dernier est un peu l'étape d'avant, un comportement malin, certes, mais ce qui ne coche pas toutes les cases pour que ce soit un outil. Par exemple, si une pierre est fixe et qu'un oiseau se contente d'y laisser tomber une graine sans la manipuler activement, alors ce n'est pas considéré comme un outil au sens strict. Et pourquoi cette nuance est-elle aussi cruciale? Parce qu'elle change radicalement ce que l'on comprend du cerveau animal. Quand un individu utilise un objet pour modifier son environnement, ce n'est plus juste un réflexe ou de l'imitation, c'est de la stratégie, de la planification. Cela implique des étapes mentales bien précises, observer un problème, y réfléchir, se souvenir d'un comportement passé et anticiper un résultat, et surtout agir avec intention. C'est ça qui fascine autant les chercheurs. Et c'est pas seulement une question d'intelligence au sens QI, c'est aussi une preuve d'adaptation. Un animal qui crée ou utilise un outil ne fait pas que survivre. Il innove, il apprend, il transmet. Il s'ajuste à des défis uniques. C'est un peu comme si on improvisait une solution technique à un problème du quotidien. Un peu comme quand nous, on fabrique un truc en Lego pour dépanner un meuble cassé. Ce genre de comportement suggère que l'animal possède une vision mentale de la situation. Il ne réagit pas juste avec des stimuli comme une machine, il observe, il expérimente, il choisit. C'est lui le maître de la situation. Et parfois, il fabrique même l'outil en question à partir de rien. Et là, on entre dans une autre catégorie, celle de l'intelligence créative, celle qui commence à nous ressembler dangereusement. Dans le grand livre de l'évolution, certaines espèces se sont mises à écrire des chapitres à la main, littéralement. À travers des gestes techniques, des bricolages astucieux, elles révèlent une intelligence qui, par moments, touche du doigt celle des humains. Ces espèces ne se contentent pas de survivre, elles inventent, elles s'adaptent, elles réfléchissent. Ce sont des véritables virtuoses de l'outil, les génies cachés de la nature. Et évidemment, en tête d'affiche, on retrouve les chimpanzés. Ces cousins proches de l'homme, partageant plus de 98% de notre ADN, ont littéralement réécrit notre perception de l'intelligence animale. Depuis les années 1960 et les premières observations révolutionnaires de Jane Goodall, on sait qu'ils sont capables de comportements incroyablement sophistiqués. À l'époque, la simple image d'un chimpanzé glissant un bâton dans une termitière avait fait l'effet d'une bombe scientifique. Pour la première fois, on voyait un animal, non un humain, utiliser un outil de manière délibérée. Mais le plus fou, c'est que ce n'est pas la partie la plus émergée de l'iceberg. Des études plus récentes ont révélé des séquences bien plus élaborées. Par exemple, imaginez une femelle chimpanzé. Elle repère une termitière, elle réfléchit, puis agit. D'abord, elle utilise un bâton épais pour perforer la terre sèche, qu'elle pousse elle-même avec son pied, comme si elle plantait un pieu. Puis dans un second temps, elle sort un autre outil, plus fin, qu'elle avait déjà préparé à l'avance et qu'elle tenait en bouche. Et c'est avec celui-ci qu'elle extrait les termitières, une par une. C'est pas juste une manipulation habile, c'est une suite logique d'actions planifiées, une sorte de scénario mental, un plan d'action. C'est comme si elle avait un petit plan dans sa tête avec plusieurs étapes à créer. Et ce genre de séquence, utiliser deux outils différents dans un ordre très précis, c'est exactement ce que l'on pensait réservé uniquement à l'humain pendant des siècles. Autrement dit, ces chimpanzés ne sont pas juste malins, ils sont capables d'abstraction, de projection dans l'avenir et peut-être même d'enseigner à leurs enfants par l'imitation. Et ça nous force à redéfinir complètement notre rapport au reste du vivant. Parce qu'à ce niveau-là, on n'est plus dans l'animal qui copie, on est dans l'inventeur, le technicien. Mais attendez, c'est pas fini. Car ce qui rend les chimpanzés encore plus fascinants, ce n'est pas leur capacité à utiliser des outils, c'est qu'ils ont leur propre tradition, leur propre culture locale. Vous avez bien entendu, des cultures comme les humains qui mangent par exemple avec des baguettes en Asie, avec des fourchettes en Europe, et ben eux, les chimpanzés aussi, ont des façons différentes de résoudre les mêmes problèmes selon l'endroit où ils vivent. Des anthropologues ont étudié ce phénomène en détail et ce qu'ils ont découvert est stupéfiant. En observant plusieurs groupes à travers l'Afrique, ils ont identifié 38 variantes dans les techniques de pêche aux termites. Et tenez-vous bien, 30 de ces différences ne s'expliquent pas par l'environnement, ni par le type de termitière, ni par le climat. Elles ne sont pas dictées par la nécessité, mais par la culture transmise socialement. C'est-à-dire que les jeunes chimpanzés apprennent en regardant les anciens et reproduisent des techniques propres à leur groupe. C'est un peu comme si chaque village avait son style de cuisine, son dialecte ou son outil préféré. Mais les chimpanzés ne sont pas les seuls à bousculer notre vision de l'intelligence animale. Dans un tout autre coin du globe, une autre espèce débarque. Et elle vole carrément la vedette, littéralement. Il s'agit des corbeaux de Nouvelle-Calédonie. Ces oiseaux sont de véritables petits ingénieurs aériens capables de fabriquer des outils avec une précision chirurgicale. Imaginez la scène. Un corbeau repère une branche fouchue. Il l'arrache, retire soigneusement les feuilles avec son bec, puis tord volontairement l'extrémité pour créer
Un petit crochet fonctionnel. Ce n'est pas du bricolage au hasard, c'est une fabrication planifiée, une sorte de micro-industrie animale. Et ce qui rend la chose encore plus folle, c'est que selon les chercheurs, seules 2 espèces connues sur Terre sont capables de concevoir un outil à crochet intentionnel, les humains et les corbeaux. Ce sont de véritables artisans du règne animal, capables d'adapter la forme de l'outil à la tâche, d'anticiper son efficacité et même de le réutiliser plus tard. Leur comportement ne laisse aucun doute, il y a chez eux une forme d'intelligence conceptuelle, abstraite, qui dépasse de loin ce que l'on attendrait d'un simple oiseau. À ce stade, une question commence à surgir. Si des primates et des oiseaux peuvent en arriver là, qu'en est-il des maîtres de l'océan ? Même dans les océans et les savanes, certains animaux ont développé des techniques hallucinantes pour interagir avec leur environnement. Et le plus fou, c'est que certaines de ces stratégies sont étudiées comme si c'était des vestiges archéologiques des humains. Prenez les loutres de mer du Pacifique Nord par exemple. Ces petites boules de poils ne sont pas seulement adorables à regarder, ce sont de véritables forgeronnes des mers. Lorsqu'elles veulent déguster un coquillage coriace, elles attrapent une pierre plate, se mettent sur le dos, posent le coquillage sur leur poitrine et frappent dessus à répétition comme un marteau sur une enclume. Résultat, crac, le repas est servi, mais là où ça devient vraiment incroyable, c'est que ces pierres sont parfois réutilisées au même endroit, et ça pendant des années, au point qu'on parle carrément d'un site d'outillage, comme les hommes préhistoriques. Des chercheurs utilisent même des méthodes d'analyse archéologique pour étudier ces zones et ont découvert au passage un détail fascinant. La majorité des loutres sont droitières. Sérieusement, c'est comme nous en fait. Maintenant, direction l'Australie, plus précisément dans la baie de Shark. Là-bas, un groupe de dauphins sauvages ont développé une technique qui ferait rougir certains plongeurs professionnels. Pour fouiller les fonds marins sablonneux à la recherche de proies enfouies, ces dauphins se protègent le rostre, leur museau. Et comment ils font ? En enfilant une éponge de mer conique. C'est pas un accessoire de mode, c'est une armure naturelle qui les protège des piqûres de raies, des oursins et des bestioles urticantes. Et ce comportement ne s'apprend pas n'importe comment. Il est transmis de génération en génération, principalement de mère en fille, comme un secret de famille culinaire. Grâce à cette technique, ces dauphins ont même accès à des proies que d'autres ne peuvent pas atteindre. Autrement dit, ils ont leur propre recette d'exploitation des ressources. Et que dire des éléphants ? Ces géants au cœur tendre mais au cerveau affûté. Ils ont un arsenal d'astuces et d'outils qui donneraient des complexes à MacGyver. Par exemple, certains mastiquent de l'écorce pour boucher des trous dans les canalisations naturelles, genre pour faire une digue par exemple, afin de retenir l'eau. D'autres utilisent de longues branches pour se gratter le dos, ou repousser les moustiques, ou même encore lancer des projectiles vers des prédateurs ou des intrus. Leur trompe est une merveille d'ingénierie vivante avec une précision quasi chirurgicale. Elle leur permet de saisir, tourner, fouiller, plier, arracher, ajuster. C'est une pince, une main, un nez et un outil multitâche à elle seule. Et là, une question devient inévitable. Si autant d'espèces sur Terre ont développé des capacités aussi poussées, qu'en est-il des cétacés les plus redoutés et les plus mystérieux de nos océans, les orques ? Il y a encore quelques décennies, l'idée qu'un animal puisse utiliser un outil avec intention aurait fait hausser les sourcils dans beaucoup de laboratoires. À l'époque, on considérait que seules les espèces humaines possédaient cette capacité de planification, d'abstraction, de manipulation de l'environnement avec des objets extérieurs. En clair, l'homme était le seul bricoleur légitime sur Terre. Mais ça, c'était avant que la nature décide de bousculer notre ego. Depuis les années 1960, une vague de découvertes sur l'intelligence animale a fait exploser ce paradigme. Des chimpanzés qui pêchent avec des branches, des corbeaux qui sculptent des outils avec leur bec, des dauphins qui se protègent avec des éponges, chaque nouvelle observation est venue grignoter, morceau par morceau, cette idée de l'humain comme au sommet de l'évolution cognitive. Et aujourd'hui, on ne peut plus l'ignorer. L'usage d'outils ne nous est plus exclusif. Il est partagé, diversifié, parfois même transmis culturellement. Et ça change tout. Mais cette révolution, ce n'est pas seulement une affaire de fait. C'est aussi une transformation philosophique, une remise en question totale de la façon dont on perçoit les autres espèces. Pendant longtemps, notre vision du monde reposait sur une pyramide. En haut, il y a l'homme, relationnel, inventif, conscient, et en dessous, il y a les animaux, censés agir par réflexe ou par instinct de survie. Aujourd'hui, cette hiérarchie vacille, et c'est tant mieux. Le célèbre éthologue Frans de Waal, dont les travaux ont fait date, résume parfaitement ce changement de perspective. Il ne s'agit pas de comparer les humains aux animaux, mais une espèce animale, la nôtre, à une multitude d'autres espèces.
Ce qui veut dire que chaque espèce développe son propre style d'intelligence, adapté à son mode de vie, à son environnement, à ses besoins. Il n'y a pas une intelligence supérieure, mais des formes multiples d'adaptation cognitive. Chacun a ses manières de faire. Certaines sont visuelles, d'autres tactiles, certaines sont sociales, d'autres mécaniques, et dans tout ça, l'homme devient une intelligence parmi tant d'autres, pas une exception divine. Alors à ce stade, une question s'impose, évidemment. Si l'on sait désormais que des dizaines d'espèces sur Terre savent manipuler, fabriquer, planifier, qui d'autre pourrait bien nous surprendre? Et c'est là que les orques entrent en scène. Parce que récemment, une nouvelle observation a frappé la communauté scientifique comme une vague en pleine tempête. Elle concerne un animal déjà célèbre pour son intelligence, son organisation sociale et sa capacité à collaborer à un niveau exceptionnel. Mais cette fois, il a fait un pas de plus. C'est une révélation venue au large, portée par l'un des prédateurs les plus charismatiques de la planète, l'orque. En juin 2025, à quelques semaines, les eaux paisibles de la mer de Salish, à la frontière entre le Canada et les États-Unis, deviennent soudainement le théâtre d'un événement historique. Une équipe dirigée par Michael Weiss du Center for Whale Research, en collaboration avec l'université d'Exeter, publie un article dans la revue Current Biology. Et ce qu'ils y écrivent est tout simplement sans précédent. Pour la toute première fois, des orques, ces géants noirs et blancs que l'on connaît pour leur coordination de chasse exceptionnelle, leur langage vocal complexe et leur vie en clan soudé, ont été filmés en train de fabriquer et utiliser des outils. Et attention, pas pour se nourrir, non, pour interagir socialement dans un contexte non alimentaire. Sur les images capturées par drone, une orque saisit une longue algue, la détache méthodiquement, puis l'utilise pour toiletter un congénère dans une séquence aussi délicate que surprenante. Un peu comme si elle s'était fabriqué une brosse sur mesure. L'objet est choisi, manipulé, orienté, puis appliqué dans une interaction sociale. Exactement les critères d'un outil selon les définitions les plus strictes qu'on a vues au début de cette vidéo. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un comportement aléatoire, c'est un acte réfléchi, fonctionnel, social, mais surtout totalement inédit chez les mammifères marins. Cette découverte ouvre une brèche immense dans notre compréhension des orques. Jusqu'ici, on savait qu'ils étaient très intelligents, mais là, ils viennent de franchir une nouvelle frontière invisible, celle de l'outillage non alimentaire, longtemps considéré comme un signe de culture avancée, de planification, de conscience sociale. Alors oui, les orques chantent, oui, ils chassent ensemble, ils enseignent à leurs petits et pleurent leurs morts, mais aujourd'hui, on sait qu'ils inventent aussi. Et ça change absolument tout. Mais le diable est dans les détails. Car cette découverte, aussi polémique soit-elle, repose sur une observation d'une précision incroyable, au cœur du Salish Sea. Une région majestueuse et fragile située entre la Colombie-Britannique et les États de Washington. C'est là, entre les courants et les algues, que les images de drones à haute résolution ont révélé quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. La scène concerne une population bien connue des scientifiques, les orques résidentes du Sud. Et ce détail est crucial. Ces orques ne sont pas juste intéressantes, elles sont en danger critique d'extinction. Il n'en reste environ que 73 à 80 individus, une minuscule communauté en sursis observée depuis des décennies. Et c'est justement chez elles que ce comportement inattendu est apparu. Les chercheurs ont baptisé ce phénomène allokelping, un mot étrange né dans la fusion entre allo, donc l'autre, et kelp, varesh. Derrière ce terme un peu technique se cache une chorégraphie aquatique d'une élégance complètement folle, mais surtout d'une complexité cognitive fascinante. Tout commence quand l'orque repère une tige de varech géante. C'est une algue très connue. L'animal nage doucement jusqu'à sa base, là où la tige est solidement attachée au rocher sous-marin. Ce n'est pas un coup de chance, c'est un geste répété, observé chez plusieurs individus, toujours selon un protocole quasi identique. Et surtout, ce varech, cette algue n'est pas utilisée pour chasser ni pour manger, il est utilisé pour interagir, pour caresser une autre orque, le toiletter, créer un contact social, comme une main qui tend une brosse. À ce stade, on n'est plus dans l'hypothèse, on est face à une preuve directe d'intention de coordination, de manipulation d'un objet pour une fonction bien précise. Je pense que c'est à ce moment-là où j'ai remarqué un petit bâton marron entre elles et en regardant, on s'est dit « Oh, c'est bizarre ». Et c'est dans le monde animal, ça. C'est énorme. Surtout chez une espèce marine où l'observation directe est rare, difficile et souvent sujet à interprétation. Mais là, tout est très clair en fait. Les orques fabriquent et utilisent un outil social. Et cette révélation ne nous laisse
qu'une seule certitude, on commence tout juste à comprendre l'intelligence des océans. Une fois la tige de Varèche détachée, l'histoire ne fait que commencer, car l'outil n'est pas simplement tenu ou déplacé, il est intégré dans une véritable chorégraphie sociale. Les deux géants se positionnent flanc contre flanc, dans un alignement presque parfait, et là, comme une danse aquatique millimétrée, ils pincent la tige de Varèche entre leurs corps et la font rouler ensemble en synchronisant leurs mouvements. Parfois leurs corps s'entrelacent dans une forme de torsadé en S, comme si l'océan lui-même dessinait un symbole de connexion. Ce contact n'est pas furtif, il dure. En moyenne plus d'1 minute avec les séances pouvant atteindre jusqu'à 15 minutes d'interaction continue. Et tout ça avec un outil qu'ils ont fabriqué. C'est pas un simple cas isolé, ce comportement nommé halokelping a été observé dans tous les groupes sociaux de cette population. Mâles, femelles, jeunes, anciens, tous y participent. En plus, les orques semblent privilégier leurs proches ou leurs égaux en âge, ce qui renforce l'hypothèse d'une fonction affective voire culturelle. Mais il y a plus, celles qui ont la peau morte sont plus souvent impliquées, suggérant aussi un rôle hygiénique très concret. En une seule découverte, les chercheurs ont coché 3 cases inédites dans les annales scientifiques. La première, c'est la fabrication d'outils observés chez les mammifères marins. La deuxième, c'est le premier usage collaboratif d'un outil entre mammifères marins. Et la troisième, c'est l'utilisation d'un outil pour le toilettage social chez les cétacés. Et cette révélation change fondamentalement notre place dans le vivant. Parce que pendant des années, on pensait que ces comportements étaient réservés aux chimpanzés, ou alors aux humains, peut-être à quelques oiseaux brillants. Mais maintenant, les orques entrent dans la danse, et ils y mettent du style. Alors quand vous verrez une orque glisser sous les vagues, souvenez-vous qu'elle nage peut-être pas juste pour survivre, elle est peut-être en train de créer, de soigner ou de transmettre. Mais derrière la beauté de cette découverte, une vérité brutale émerge. Ce comportement pourrait disparaître avant même d'avoir été pleinement compris. Car l'orque qui fabrique des outils, qui le partage, qui danse avec son partenaire sous l'eau, appartient à une population en danger critique d'extinction. Et puis ce fil de Varèche, qui unit les deux orques, ne tient pas qu'à leur intelligence, il dépend aussi littéralement de l'environnement. Le fameux Varèche géant utilisé dans l'halokelping est elle-même gravement menacée. Elle est extrêmement sensible aux hautes températures, à l'acidification de l'eau et au dérèglement des courants causés par le changement climatique. Alors imagine si cette algue venait à disparaître, ce ne serait pas juste une perte écologique, ce serait la disparition pure et simple d'un comportement culturel animal. Un comportement qui pourrait s'éteindre sans jamais être imité ailleurs. Si cette vidéo est authentique, elle ouvre une porte immense, celle d'un monde où l'on devra réécrire ce que l'on pensait savoir sur l'intelligence, la culture et même la science.